Donc, bienvenue à tous dans la série de webinaires de l'Institut géopolitique de l'ESTP. Le webinaire d'aujourd'hui est centré sur la région Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique concentre une part croissante de la puissance économique et des rivalités géopolitiques mondiales. Parmi les principaux sujets, on peut évoquer les enjeux diplomatiques et militaires autour de Taïwan ou des prises de position en mer de Chine méridionale, mais aussi la course technologique, économique, les coopérations commerciales avec les accords de libre-échange du RCEP de 2020, parmi d'autres. Dans un environnement mondial de plus en plus polarisé entre Chine et États-Unis, l'Asie-Pacifique est devenue un espace de compétition intense et les questions, comme nous l'avons vu, sont multiples. Pour analyser ces dynamiques complexes et leurs implications géopolitiques, économiques et diplomatiques, nous avons le plaisir de recevoir deux invités de tout premier plan. Dans un premier temps, Madame Françoise Nicolas, économiste, enseignante, conseillère du Centre Asie de l'IFRI, après l'avoir dirigé jusqu'en 2024, et spécialiste des économies asiatiques. Donc, bienvenue parmi nous, Madame Nicolas. Merci. Mais aussi Monsieur Tristan Lechervy, diplomate, envoyé spécial en Birmanie, observateur attentif des dynamiques stratégiques régionales, spécialiste de l'Asie-Pacifique. Il est co-auteur en 2025 de l'ouvrage L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde chez Odile Jacob. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation de Monsieur Lechervy qui va ouvrir ce webinaire en nous donnant des éclairages sur la région Asie-Pacifique et aborder le rôle de l'Europe. Puis, dans un deuxième temps, nous écouterons Madame Nicolas qui apportera son expertise, en particulier sur les questions de dimension économique et commerciale dans la zone. Il y aura ensuite, comme à notre habitude, un temps pour les discussions et le débat qui seront modérés par mon collègue et co-directeur de l'Institut, professeur Maxime Lefebvre. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, même pendant les présentations, dans l'onglet ci-dessous, questions et réponses. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Lechervy qui va débuter ce webinaire dont je rappelle le titre, L'avenir de l'Asie-Pacifique dans la rivalité Chine-États-Unis. C'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'ESCP de m'inviter et de tenter de partager avec vous quelques interrogations sur l'évolution de la région. Alors j'allais dire pour commencer, heureusement que notre table ronde, elle se déroule au mois de novembre. Si on avait dû la tenir un peu plus tôt dans l'année, je pense que Françoise Nicolas et moi-même aurions eu peut-être un peu de difficulté à commenter la politique Asie-Pacifique des États-Unis, tout au moins au-delà des questions des tarifs douaniers imposés avec la brutalité que l'on connaît du président Donald Trump. Sans le 47e sommet de l'ASEAN qui vient de se tenir à Kuala Lumpur, la visite à Tokyo de Donald Trump et le sommet de l'APEC à Séoul, nous aurions été bien normal. Nous aurions émis des interrogations sur la discrétion de Washington, son effacement dans une certaine mesure, l'érosion de son influence qui se mesure d'année en année dans les sondages régionaux, alors même que le 47e président états-unien définit Urbi et Orbi, l'Asie-Pacifique comme la première de ses priorités et de ses préoccupations, jusqu'au point d'en tirer d'ailleurs des conclusions très opérationnelles sur les relations transatlantiques et avec l'espace européen. Mais depuis quelques jours, nous sommes reconnaissants, le moins, plus dans l'expectative, j'allais dire encore que. En effet, le président américain a introduit un nouveau facteur d'incertitude dans l'analyse et l'équation stratégique de l'Asie-Pacifique ou de l'Indo-Pacifique en qualifiant sa rencontre du 30 octobre avec le président Xi Jinping en marge du sommet de l'APEC d'événement G2. Ce faisant, il confère à Pékin de manière assez formelle le statut de grande puissance, malgré des années d'efforts de Washington pour minimiser l'influence croissante du pays. Mais si personne ne croit à l'émergence d'un ordre G2, je veux dire par consensus, par simple déclaration, Pékin doit se réjouir d'être considéré comme un partenaire égal. Probablement aussi qu'à Moscou, ce diminutio capitis pour la Russie doit être également reçu 5 sur 5. Le fait que Donald Trump, son secrétaire à la Défense, ait mentionné à plusieurs reprises déjà le G2 suggère que les États-Unis prennent au sérieux ce concept de regroupement des deux pays les plus puissants du monde, auxquels on prête la plus grande puissance,
Une idée qui pourtant circule dans les sphères des économistes depuis déjà 20 ans. Elle a été introduite, on s'en souviendra, par l'économiste américain Fred Brexon. Mais à ce stade, il est encore très difficile d'évaluer les effets de la récente visite du président américain en Asie du Nord-Est comme en Asie du Sud-Est. Car au fond, certains accords avec les États de la région ont été conclus, j'allais dire, relativement à la hâte et pourraient s'avérer sans grandes conséquences, ou pour tout dire, ils seraient éphémères. Cependant, un point ressort clairement pour les petites et les moyennes puissances. Face à la politique qui est conduite par le président américain contre, au fond, le libre-échange, le multilatéralisme et son insistance sur le bâti de nouveaux accords bilatéraux, la réponse constructive est un renforcement de la coopération entre nations asiatiques. Ça, c'est la perspective. Mais on note déjà depuis plusieurs années, j'allais dire même peut-être plusieurs décennies, que les nations asiatiques travaillent plus étroitement ensemble. Elles sont prises à partie, une à une, elles ont été contraintes d'autoriser l'entrée de produits américains sur leur territoire en franchise de droit, tout en acceptant des augmentations considérables, mais variables, de leurs exportations vers les États-Unis. Et cela perturbe l'ordonnancement économique national et met les gouvernements à risque face à leur opinion publique. Et donc il faut, pour eux, retrouver un narratif régional peut-être plus ambitieux, car les cadres nécessaires au développement du commerce intra-régional et interrégional existent. Ils ont été bâtis, ils sont mis en œuvre, mais la visite de Donald Trump, au fond, a mis en lumière le manque d'engagement à leur égard. Si on prend par exemple le commerce entre les nations de l'Asie du Sud-Est, au sein des 11 membres de l'ASEAN, il stagne au fond autour de 26% depuis des décennies. On est donc très très loin du commerce intra à l'Union européenne qui est de l'ordre de 60%. Et malgré cela, il y a des déclarations annuelles et des séminaires, j'allais dire, bien intentionnés. La capacité de l'ASEAN à mettre en œuvre des décisions urgentes et à innover rapidement est affaiblie, au fond, peut-être par un manque de volonté politique collective, une volonté d'intégration politique, mais aussi un secrétariat, il faut bien le reconnaître, de l'Association des Nations de la Sud-Est, faible, sous-financé et en sous-effectif. Dès le départ, le simple fait que Donald Trump ait pu se rendre à un sommet de l'ASEAN pour conclure des accords bilatéraux est presque une hérésie. Il démontre le peu de confiance que l'organisation elle-même et peut-être les pays d'Asie du Sud-Est confèrent à leurs valeurs collectives. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi ils développent depuis quelques années de plus en plus d'organisations minilatérales. On aura l'occasion d'y revenir. Aucun geste d'intérêt commun n'a été observé vis-à-vis des États-Unis. La présidente en exercice de l'ASEAN, qui tourne sur un rythme annuel, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, a donné le ton, cherchant à mettre en scène une rencontre réussie avec le président Donald Trump et se contentant au fond de quelques images plutôt qu'un engagement 1 plus 10 ou 11. Or, certaines clauses des accords bilatéraux qui s'esquissent sont difficiles à endosser politiquement. En échange d'un droit de douane de seulement 19%, la Malaisie, par exemple, a accordé un accès préférentiel aux produits américains et accepterait au fond des normes américaines pour de nombreux articles, qu'ils soient alimentaires ou dans l'automobile. En contrepartie, la Malaisie, qui a construit depuis son indépendance ses normes sur les normes britanniques, depuis au fond l'école coloniale, a adopté le système métrique, se voit de plus en plus attaquée sur, je dirais, ses fondamentaux. Attaquée aussi par les problèmes environnementaux et se voit sommée d'accorder aux États-Unis une forme de contrôle sur la production et le traitement des terres rares, on l'a vu dans la déclaration. Mais il s'agit de s'afficher une relation chaleureuse et étroite avec les États-Unis sans pour autant prendre parti dans la rivalité sino-américaine. Et c'est probablement
la difficulté de l'exercice et le besoin de coopération régionale ou sous-régionale que cela implique. Les accords conclus avec la Thaïlande, avec le Vietnam, avec le Cambodge sont moins contraignants, mais ils incluent eux aussi des obligations d'achat dans le domaine aéronautique, dans le domaine de l'énergie, ainsi qu'un accès préférentiel, là aussi, dans les terres rares. Et c'est vrai qu'à l'échelle régionale, les pays n'en manquent pas. L'impact de ces accords sur les pactes commerciaux régionaux et les relations avec les pays allant, j'allais dire, de l'Amérique du Sud à l'Union européenne, sans même parler de la Chine ou de l'Inde, sont encore incertains. Mais compte tenu de l'ampleur de son excédent commercial avec les États-Unis et les soupçons qui pèsent sur lui quant à son rôle de porte d'entrée pour les produits chinois, le Vietnam, par exemple, s'en est tiré, je dirais, à bon compte avec des droits de douane de 20% et peu d'autres mesures, hormis l'achat, là aussi, d'avions et de produits agricoles américains. Les intérêts stratégiques américains étant manifestement en jeu. Autre signe de faiblesse régionale, le président indonésien Prabowo n'a pas assisté à la totalité du sommet dans son intégralité pour laquelle il souhaite que l'Indonésie joue un rôle plus important sur la scène internationale, mais on voit bien qu'on roule à la marge dans les discussions sur Gaza, sur le dossier birman, ne compense guère son incapacité à exercer un leadership dans une région dont l'Indonésie est pourtant le pays le plus vaste et le plus peuplé. Et cette absence de leadership, en particulier ces dernières années en Asie du Sud-Est, est probablement un frein à la construction d'une collectivité, je dirais, aux côtés, adossée au G2 et de quelques autres puissances, à commencer par le Japon. Il s'est plutôt concentré dans le sommet coréen de l'APEC sur une organisation plus complexe dans le principe de fonctionnement, mais aussi qui offre la possibilité opportune d'avoir à la même table Trump et le président Xi Jinping. En fin de compte, la trêve économique qui a été conclue entre Donald Trump et le président Xi Jinping s'avère assez largement avantageuse pour la Chine, illustrant le contraste entre ses exigences entre les États membres de l'ASEAN, censés être des alliés, mais disposant d'un pouvoir de négociation limité a fortiori parce qu'il est individualisé. Et il a été largement conduit, je dirais, en tête-à-tête. Contrairement à Trump, dans ce contexte, le président Xi Jinping a également participé d'abord à la totalité du sommet de la tech, ce qui lui a offert une nouvelle occasion de mettre en évidence la différence entre les positions publiques et de promouvoir des idées telles qu'un recours accru au yuan et d'autres devises que le dollar dans les échanges commerciaux. Et donc le tête-à-tête avec la Chine est en réalité croissant. Cependant, contrairement à son impact sur l'Asie du Sud-Est, les rencontres de Donald Trump avec les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud ont peut-être en réalité renforcé leurs relations au détriment stratégique de la Chine en consolidant au fond un triangle. Même si ce triangle, par ailleurs, peut fonctionner avec la Chine et a plutôt lui aussi tendance à se consolider. On verra si ces deux triangulations, au fond, s'équilibrent. Si l'une est plus isocèle que l'autre, l'avenir nous le dira. Ces deux pays sont donc désormais confrontés, le Corée et le Japon, à une barrière tarifaire relativement modeste, même s'il faut prendre des guillemets sur ces 15%. Une attente selon laquelle la Corée investirait des centaines de milliards de dollars dans des projets américains, notamment dans les réseaux électriques, la construction navale, mais tout cela quand même semble assez éloigné des réalités et au fond va générer de l'incompréhension. Et c'est probablement ce qui marque, je dirais, les discours des deux narratifs. Un narratif chinois plus sûr de lui-même et un narratif américain qui suscite beaucoup d'interrogations. En revanche, les discussions sur la coopération en matière de sous-marins nucléaires, à propulsion nucléaire, où soulignent le développement des relations ou de la relance des relations militaires entre les États. Il y a là une dichotomie, je dirais, entre l'approche globalement économique et commerciale et les relations de défense. De même, la volonté plus affirmée de la nouvelle Première ministre japonaise, Madame Sanae Takaichi, d'accroître les dépenses de défense s'inscrit dans le programme de Donald Trump et répond au fond aux espoirs stratégiques des responsables de la défense américaine.
Donald Trump a auparavant d'ailleurs réaffirmé l'engagement des États-Unis envers le programme AUKUS pour les sous-marins australiens. Et cet accord sous-marin avec l'Australie et la Grande-Bretagne, qui avait suscité des critiques au sein de son administration, et en particulier en ce début d'année, semble, je dirais, s'estomper. Mais le Japon peut également se féliciter de ne pas avoir été contraint à une réévaluation massive de sa monnaie, comme lors des accords du Plaza de 1985, destinés à réduire un déficit commercial américain colossal. Et ces accords, qui ont vu le yen passer de 240 pour un dollar à 128 en 87, puis à 80 en 1995, on voit bien qu'il y a là une perturbation qui, 35 ans plus tard, compte encore pour beaucoup, et cette volatilité a affaibli globalement le Japon sur la scène régionale et internationale. Trump et Xi Jinping, au fond, ont évité d'aborder un certain nombre de sujets épineux et qui sont pourtant au centre des agendas des uns et des autres, à commencer par celui de Taïwan. Point de vue divin et l'orientation de la politique de Corée, la Corée et du Japon, conjuguée aux activités américaines aux Philippines face au détroit de Bashi, laisse à penser qu'une solution militaire reste exclue pour l'instant, malgré la puissance grandissante de la Chine. Mais l'effet systémique de pas arrange les opérations quadrangulaires, tire les Philippines vers les océans, alors même que l'année prochaine, en 2026, Manille présidera pour une année aux destinées de l'ASEAN. Et on voit bien qu'il y a là, déjà en Asie du Nord-Est, au moins deux minilatéralismes qui émergent et dont on verra s'ils s'articulent plus ou moins. Bien sûr, Donald Trump peut changer d'avis du jour au lendemain. Mais, comme en témoignent, je dirais, beaucoup des rencontres passées, mais les accords bilatéraux avec les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Nord-Est pourraient ne jamais être ratifiés au fond et être remplacés par des arrangements plus simples et plus communs. Mais cela laisse une leçon majeure pour les membres de l'ASEAN. Au fond, face à une superpuissance, la division, c'est la faiblesse. C'est un thème central, me semble-t-il, pour l'avenir de l'ASEAN, de ses partenaires et de ses présidences à venir, les Philippines en 2026, Singapour en 2027, la Thaïlande en 2028. Concernant la mer de Chine méridionale, une question qui préoccupe la plupart des États membres, la Chine a aussi divisé la région. Et on voit bien que les mécanismes 1 plus X qui se développent font apparaître sur la dimension régionale, au fond, une dimension essentiellement bilatérale. Et c'est la grande contradiction des narratifs et des pratiques. On a un pratique minilatéral ou multilatéral, mais dans la réalité, la préférence va toujours vers la relation bilatérale. Et plus que jamais, l'Asie du Sud-Est se divise sur ces questions et fait émerger ou réémerger, au fond, une opposition entre les nations continentales et les nations maritimes. J'allais dire entre les espaces indo-chinois et les espaces indo-pacifiques. Et la conséquence de cette dichotomie a pour effet de voir apparaître un nombre grandissant d'organisations liant l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud à l'Asie du Sud-Est continentale ou l'Asie du Sud-Est et la Chine. Alors, il y a beaucoup d'acronymes à retenir, l'ACMEC, le BIMSTEC, le GMS, le Lancang-Mekong, le CLMV, le CLMVT. Mais au fond, ce à quoi nous assistons, c'est à une continentalisation des relations avec des mécanismes, j'allais dire, pluricardinaux. Des relationnels plus forts s'établissent avec l'Inde et la Chine. Et au fond, New Delhi et Pékin s'y préparent et ont même adopté des narratifs particuliers. C'est agir à l'Est, du côté de New Delhi, de développer des partenariats privilégiés avec les voisins, avec un pays frère, dit la Chine à l'endroit de la Birmanie. Bref, il y a une multiplication des forums et au fond un embouteillage des agendas diplomatiques. Ces stratégies sont du même acabit, se développent aussi peut-être avec moins de visibilité et moins de force dans le vocabulaire, mais chez des pays comme la Corée du Sud, le Japon bien sûr, mais aussi Taïwan.
elles ont aussi comme propre des organes implucistes et leur récit étendard. Il y a un vocabulaire, un lexique que chaque État développe, en anglais d'ailleurs, pour être bien compris de tous. Et dans cette multicardinalité qui s'annonce, je crois que nous aurions tort de ne pas prêter attention à un autre acteur, qui est la Russie. Non seulement celle-ci entend bien entretenir son héritage relationnel soviétique, mais elle entend y ajouter une dimension eurasiatique. Et j'allais dire, l'Union économique eurasiatique se tourne progressivement de l'Asie centrale vers le sud, notamment l'Iran, mais également l'Est, la Mongolie, et plus encore l'Asie du Sud-Est. Et je voudrais m'arrêter avant de conclure sur ce point. Par exemple, l'Eurasie est actuellement très en vogue dans un pays comme la Birmanie, sur le plan intellectuel, tout d'abord. Par exemple, lors du Forum pour la paix qui a été organisé dans la capitale birmane et le régime militaire du 25 au 27 juin 2025, la junte a invité le principal idéologue et propagandiste controversé de l'eurasiatisme, Alexandre Guin. La participation simultanée du général Ménon Ling, le chef de la junte qui s'est emparé du pouvoir en 2021, au 4e Forum d'affaires eurasiatique à Minsk, en est une autre traduction. L'essayiste d'extrême droite russe, Dugin, font un discours qui peut avoir un écho chez certaines élites, notamment en Asie du Sud-Est et a fortiori dans des pays autoritaires ou néo-autoritaires. En effet, il est un analyste qui insiste sur, au fond, une région et un monde qui est en pleine recomposition stratégique. Une planète où l'ordre international s'articulerait plus que jamais autour, non pas d'un G2, mais d'un G3, de trois grandes puissances, la Chine, les États-Unis et la Russie. Vous voyez bien qu'aussi bien dans le monde du Kremlin que de la Maison-Blanche, il y a une forme d'invisibilisation de l'Union européenne et même, j'allais dire, du Japon, et dans lequel il y a, pour quelqu'un comme Duginin, seules des civilisations fortes et véritablement souveraines peuvent s'affirmer. Autant de thèmes que Dugin a développés dans un livre publié au début de cette année, en avril, qui s'appelle The Trump Revolution, A New Order of Great Power. Et on voit bien que là, il y a un acteur russe qui entend, je dirais, associer intellectuellement, pour ne pas dire idéologiquement, l'Asie et l'Asie du Sud-Est à son monde. À vrai dire, la Birmanie, que j'ai citée comme premier exemple, n'est pas le seul pays d'Asie du Sud-Est à faire l'objet de cette attention eurasiatique. On l'a peu commenté, peut-être même peu perçu, mais depuis 2017, le Cambodge est en discussion sur la mise en œuvre d'un accord de libre-échange. Avec le Vietnam, un accord bilatéral est en vigueur depuis le 5 octobre 2016. Il facilite les exportations de produits agricoles et de la pêche, mais aussi du secteur de la confection. En juillet 2024, ce fut au tour du ministre thaïlandais du Commerce de faire valoir que son pays est disposé à entamer des négociations sur un accord de libre-échange. Si avec Singapour, les relations étaient suspendues du fait de la guerre en Ukraine, Moscou espère bien que sera signé avant la fin de cette année un accord de libre-échange avec l'Indonésie, Jakarta y étant d'autant plus attaché que les pays de l'eurasiatisme sont parmi les plus gros acheteurs d'huile de palme. Plus généralement, nous assistons depuis au fond 2018 à une articulation entre les institutions sous-régionales, y compris, une fois encore, avec l'eurasiatisme. Mais on pourrait développer d'autres exemples. Je mentionne celui-ci parce qu'il a trait à la Russie et qu'il est peu visible, mais depuis 2018, l'ASEAN et l'EAU peuvent eux-mêmes s'appuyer sur un arrangement administratif de coopération et un programme de coopération qui court jusqu'à la fin de l'année 2025. Au fond, nous assistons à une multivectorialisation des relations de l'Asie en son sein avec l'extérieur, et cela nourrit d'ailleurs une impression que je développe dans le livre que vous avez cité,
d'une Asie-Pacifique en pleine désoccidentalisation. Au fond, cela est lié, je dirais, à l'évolution et à la vie des organisations, mais c'est aussi accentué par la bicéphalité euro-américaine que laisse transparaître Donald Trump et peut-être plus encore le vice-président J.D. Vance, dont on dit qu'il pourrait être un candidat crédible à la succession de Donald Trump. Donc on a, je dirais, encore devant nous plusieurs années à nous interroger sur les modalités du G2, à nous interroger sur une bifétalité occidentale en Asie-Pacifique et au fond à une multivectorialisation qui fait apparaître les grandes puissances, les plus installées tout au moins, les plus anciennes, comme des partenaires parmi d'autres. Merci beaucoup, cher Christian, pour ce tour d'horizon et qui se termine par le constat d'une désoccidentalisation de l'Asie-Pacifique. Alors Françoise, donc sur la dimension économique et commerciale, tu peux peut-être nous parler aussi de l'accord de libre-échange qui avait été conclu par Pékin, le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, je vais prendre une perspective un petit peu différente de celle prise par Christian dans ses propos. Moi, mon propos s'articulera autour de deux grands points. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est la posture des pays d'Asie-Pacifique face à la rivalité sino-américaine. Donc je me concentrerai vraiment là-dessus et avec une perspective asiatique et non pas le narratif développé par les États-Unis, le narratif développé par la Chine. Ça, Christian en a parlé très bien. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais me placer vraiment du point de vue des pays asiatiques. Alors ces pays asiatiques, pris dans leur ensemble, je ferai un petit peu le détail tout à l'heure, mais dans un premier temps, je les prends dans leur ensemble, ils sont à la fois aujourd'hui sous la pression américaine, la pression de Trump qui est marquée par l'imprévisibilité, par l'instabilité, et du jour au lendemain ça change, on ne sait jamais exactement à quelle sauce on va être mangé. Ce qui est sûr, c'est que la pression est très très forte. Donc d'un côté, il y a ça, mais pour la plupart de ces pays, évidemment, il y a un autre acteur très important qui est la Chine. Et ces pays sont, en tout cas du point de vue économique, sous dépendance chinoise. Donc ils sont vraiment coincés entre les deux. Les États-Unis d'un côté, qui sont de plus en plus actifs dans la zone, mais pas nécessairement pour de bonnes raisons, et la Chine, dont ils sont dépendants économiquement, parce que leurs économies sont très, très étroitement imbriquées avec l'économie chinoise. Alors, la première chose à remarquer sur la pression américaine, c'est que cette pression s'exerce quelle que soit la situation économique, enfin, en tout cas, plus précisément commerciale, de ces pays avec les États-Unis. Qu'il y ait un déficit enfin, un déficit de la part des États-Unis vis-à-vis de ces pays ou pas, ils sont victimes de droits de douane et ils sont victimes de pression. Donc en réalité, contrairement à ce que raconte Trump, il ne s'agit pas exclusivement de mettre en place des droits de douane pour essayer de corriger le- le déficit américain. Il s'agit de frapper tous les pays, qu'ils soient en excédent ou pas, vis-à-vis des États-Unis. Donc tout le monde y prend pour son grade, si on peut dire ça comme ça. Et donc ça met les pays de la région dans une position particulièrement délicate, hein. Un pays comme le Vietnam savait qu'il allait être sanctionné parce qu'il a un très fort excédent vis-à-vis des États-Unis. D'autres pays ont des excédents beaucoup plus modestes, voire n'ont pas d'excédent du tout, et malgré tout ils sont frappés aussi. Donc ça, c'est vraiment une grosse, grosse pression et un gros problème pour eux. Donc ces économies sont coincées entre les deux grands, hein, États-Unis et Chine. Mais ils ne peuvent pas se rallier à l'un ou à l'autre, d'autant que d'un point de vue en quelque sorte idéologique, leur discours a toujours été traditionnellement qu'ils ne voulaient pas choisir. Donc ils veulent en réalité tirer parti de leur relation avec les deux grands du G2 en question. Et ça a été en réalité cet équilibre, ce jeu d'équilibrisme quasiment joué par ces pays-là, ça a été le secret de leur réussite. C'est vraiment ce qui a permis leur développement économique. Ils se sont appuyés sur la Chine en tant que fournisseur et ils se sont appuyés sur le marché américain et puis aussi aujourd'hui de plus en plus sur le marché chinois pour développer leurs économies. Donc en jonglant avec les deux, en louvoyant et en ne choisissant jamais, mais en essayant de tenir une ligne de crête extrêmement délicate, ils ont réussi à se développer.
Donc là, aujourd'hui, avec les pressions américaines, évidemment, c'est de plus en plus difficile à faire, cet équilibre à tenir entre ces deux grands partenaires, mais ils y parviennent encore. Les pressions américaines, je suis d'accord avec Christian qu'elles sont nombreuses, elles sont un peu moins délirantes et prohibitives qu'elles risquaient de l'être si on se calait sur les premières annonces qui ont été faites en avril. Donc les États-Unis ont vraiment calmé le jeu, ils ont abaissé les droits de douane qu'ils avaient menacé de mettre en place. Cela étant, ces droits de douane sont quand même relativement élevés. Moi, je serais un peu moins pessimiste sur les effets de ces accords bilatéraux. Alors je suis d'accord que ça pose un problème pour l'ASEAN en tant que tel parce que ces accords ont été négociés de manière bilatérale. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça montre qu'il y a des divisions, il peut y avoir des divisions au sein de l'ASEAN. Oui, mais je ne serais pas tellement, enfin, un peu moins pessimiste sur leurs effets éventuels, parce que ce que l'on constate avec Donald Trump, c'est qu'il est tout à fait satisfait de déclarer qu'il y a eu des accords de passé. Il rentre à la maison en disant qu'il a obtenu quelque chose de génial et que les accords sont extraordinaires. Il l'a dit aussi à propos de l'accord avec la Chine, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus à l'avantage de la Chine qu'à l'avantage des États-Unis. Donc il faut avoir un accord et il faut faire des grandes déclarations autour de l'accord. Après, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre ces accords, là, il y a un peu moins d'énergie de déployer côté américain. Si on se cale sur l'accord qui avait été passé entre les États-Unis et la Chine lors de la première mandature Trump, il y avait eu un accord, le fameux accord de phase 1, qui n'a jamais été mis en œuvre. Et puis c'est passé comme ça, sans problème. Donc, à mon avis, il y a de la part de Trump, malgré tout, beaucoup de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Bon, c'est pas exclusivement du show, mais enfin, il faut nécessairement qu'il montre qu'il a la main. Mais une fois que ces grandes déclarations faites sur la réussite des accords, une fois que ces déclarations sont faites, la mise en œuvre l'intéresse nettement moins. Donc je serais relativement optimiste, c'est un grand mot, mais enfin pas trop pessimiste sur les éventuels effets que ces accords peuvent avoir sur les économies de l'ASEAN d'un point de vue strictement économique. Les promesses qui ont été faites quant aux investissements à faire aux États-Unis, à mon avis, ces promesses ne seront jamais tenues. De même que les promesses chinoises d'investissement aux États-Unis n'avaient pas été tenues non plus en 2017-2018. Donc, à mon avis, il n'y aura pas non plus d'effet massif de ce point de vue-là pour les pays de l'Asie du Sud-Est en tout cas. En revanche, ce que l'on voit, c'est que ces pays restent aussi très proches de la Chine. Donc ils continuent à entretenir de très bonnes relations avec la Chine et à la limite, les pressions américaines les poussent à se rapprocher encore plus de la Chine. Alors ils le font non pas parce qu'ils sont idéologiquement proches de la Chine, non pas parce qu'ils sont convaincus par le modèle chinois, mais parce qu'ils sont pragmatiques. Point final. Leurs économies sont très étroitement imbriquées avec l'économie chinoise. La Chine leur fournit énormément maintenant de produits intermédiaires et donc ils sont nécessairement liés à la Chine et ils continueront à l'être. Donc on va voir vraisemblablement dans les années à venir toujours ce jeu d'équilibre, très délicat certes, mais qui va être maintenu, qui va vraisemblablement s'orienter un petit peu plus vers la Chine que vers les États-Unis, et ce que les États-Unis d'ailleurs poussent les, les États, en tout cas d'Asie du Sud-Est, à faire, mais ça sera véritablement avec la volonté, malgré tout, toujours de ménager la chèvre et le chou. Donc je ne pense pas qu'on aura un alignement sur la Chine ou un véritable rapprochement sur la base de convictions avec la Chine. Donc poursuite de cette stratégie de hedging économique, en quelque sorte, peut-être un rapprochement a priori apparent avec la Chine, mais c'est simplement par pragmatisme et non pas par adhésion à un modèle chinois ou à une idéologie chinoise. Donc moi, c'est la manière dont je vois un peu évoluer les choses en Asie-Pacifique face à cette rivalité. Ce que l'on voit aussi se développer, et ça c'est assez intéressant, et là je rejoins Christian là-dessus, mais avec une lecture peut-être un petit peu différente de l'intervention de la Russie dans l'histoire, ce que l'on voit aussi émerger du point de vue des pays asiatiques, c'est donc une volonté de diversifier leurs partenaires au-delà du G2. Ils se rendent compte que le G2, c'est quand même très problématique. Bon, ils vont continuer à jongler, oui, mais ça devient de plus en plus difficile et à la limite de plus en plus dangereux. Donc, ce qu'ils essaient de faire en parallèle, c'est de développer d'autres types de partenariats.
Et c'est là que, éventuellement, ça tombe bien pour la Russie. C'est vraisemblablement aussi pour ça que la Russie, vraisemblablement, s'en tire bien ou parvient à tisser ou à resserrer les liens avec les pays asiatiques. Parce que les pays asiatiques eux-mêmes sont tout à fait prêts à s'engager avec d'autres partenaires, dont la Russie. Mais on voit ça avec d'autres accords passés par ces pays asiatiques, avec par exemple les pays du Golfe. Il y a un accord qui a été passé entre l'ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe. Donc là, il y a vraiment une volonté de diversifier les partenariats. Ça se manifeste aussi vis-à-vis de l'Inde. Alors, ce n'est pas toujours très facile, hein. Les Indiens sont dans les négociations en général assez compliquées. Mais malgré tout, il y a une volonté de se rapprocher aussi de l'Inde. Et c'est là que, peut-être de manière ultra optimiste, je pense que l'Union européenne pourrait avoir une carte à jouer. Là, si il y a véritablement une volonté de la part des pays asiatiques, et en particulier du sud-est asiatique, de diversifier le partenariat au-delà du G2, l'Union européenne peut être un partenaire extrêmement intéressant. Donc là, je pense qu'il y a une sorte d'appétit, peut-être plus fort que par le passé, pour resserrer les liens avec l'Union européenne. On a vu d'ailleurs la signature, enfin, d'un accord de libre-échange entre l'Indonésie et l'Union européenne. C'était en négociation depuis de très nombreuses années et finalement ça a été signé. Et je pense que les pressions américaines ne sont pas étrangères justement à l'accélération de cette négociation et peut-être à l'aboutissement de cette négociation. Donc à mon avis, il y a un effet peut-être bénéfique ou positif des pressions américaines, c'est la diversification des partenariats et donc l'introduction dans le jeu d'autres pays, d'autres économies qui pourraient, elles aussi, bénéficier du resserrement de leurs relations avec les pays asiatiques et en particulier sud-est asiatique. Donc voilà, c'était le premier point que je voulais faire sur la réaction face à la rivalité sino-américaine. Il me semble que sur certains points, je converge avec ce que disait Christian. Sur certains autres points, il y a une petite différence de lecture. Mais peu importe, on peut en discuter par la suite. Mais je pense que là, l'introduction de l'acteur russe peut aussi s'expliquer par la volonté aussi côté asiatique. C'est pas exclusivement une volonté russe. Je pense qu'il y a ou en tout cas cette volonté russe rencontre à un moment donné une volonté du côté sud-est asiatique, par exemple. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, et c'était à la demande de Maxime, mais je pense que c'est un point qui est extrêmement important et qui est largement sous-estimé et voire ignoré dans certains cas, c'est la réalité de l'organisation économique de cette partie du monde, de l'Asie-Pacifique. En réalité, si on regarde comment les choses s'articulent en Asie-Pacifique, du point de vue économique hein, exclusivement, je ne me mêlerai pas de questions sécuritaires par exemple, du point de vue économique, ce que l'on voit, c'est que depuis très longtemps, en réalité, on a une région qui est économiquement tout à fait structurée et tout à fait cohérente. Le concept d'Asie-Pacifique, pour un économiste, existe depuis très longtemps. Si on définit cette Asie-Pacifique comme rassemblant l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire les trois grosses économies d'Asie du Nord-Est, Chine, Japon, Corée, et les 10, ou maintenant 11, économies d'Asie du Sud-Est. Si on prend ce gros paquet de 13 économies, 14 ou 13 et demi, on voit que cet ensemble est tout à fait structuré. Alors, il est depuis très longtemps structuré dans les faits, sans institutionnalisation, je vais y arriver, et ça s'articule autour de réseaux régionaux de production. Donc, on a en réalité des rôles économiques qui étaient assez bien identifiés pour chaque pays dans la région, et ces pays échangeaient entre eux. À preuve, l'expansion absolument spectaculaire que l'on a pu observer depuis le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'expansion du commerce intra-asiatique. On a un commerce entre pays asiatiques qui est extrêmement dynamique. Alors, si on se cale uniquement sur les chiffres, on peut avoir l'impression que ce commerce intra-asiatique a plutôt eu tendance à stagner au cours des 20 dernières années. Alors, c'est pas faux si on regarde l'ensemble du commerce, et si on avait un graphique, on verrait qu'effectivement, ce commerce intra-asiatique, il est
à peu près à ouais, 55%, quelque chose comme ça, si on prend l'ensemble de ce gros bloc asiatique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le changement dans la nature de ces échanges. Donc, en gros, oui, il n'y a pas nécessairement un dynamisme fou de ces échanges intra-asiatiques, mais la nature de ces échanges a changé, avec en particulier la montée en puissance des échanges de produits intermédiaires, mais surtout de pièces détachées et composants. Auparavant, on avait des échanges qui étaient des biens non transformés, agricoles ou minerais, contre des biens manufacturés. Et ça, c'était très vrai entre l'Asie du Sud-Est et le Japon et la Corée, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus du tout selon ces lignes-là que les choses sont organisées. Aujourd'hui, ce que l'on a, c'est au sein de toute cette zone des échanges de pièces détachées et de composants. Et c'est ce qui explique, enfin, ou en tout cas ce qui sous-tend l'existence de ces réseaux régionaux de production. Donc, pour produire des ordinateurs qui vont tous partir de Chine vers l'Occident, on a des intrants, donc des pièces détachées, des composants qui viennent du Japon, de Corée, de Malaisie, d'Indonésie, de Thaïlande, je sais où, mais qui auparavant d'ailleurs ont circulé entre ces pays du sud-est asiatique. Et ensuite, pour arriver en Chine, être assemblés finalement en Chine et ensuite être exportés. Bon, aujourd'hui, ça s'est encore plus complexifié, cette affaire-là, puisqu'on a certains pays qui, pour certaines productions, ont remplacé la Chine. C'est le cas du Vietnam pour par exemple, les tablettes, les ordinateurs Samsung. Ils viennent tous maintenant enfin tous, en grande majorité, ils viennent du Vietnam et ils s'appuient sur des intrants qui viennent de Corée, bien entendu, mais aussi de Chine et du reste de l'Asie du Sud-Est. Donc on a là une intégration de fait entre ces économies asiatiques et ça ne date pas d'hier. Alors ça s'est encore plus resserré au cours des dernières années du fait de cette fragmentation de la production et de la circulation extrêmement importante de ces pièces détachées et de ces composants. Mais c'est une réalité qui n'est pas vraiment nouvelle. La nature des liens a changé, mais l'existence d'une intégration étroite n'est pas récente. Donc ça, c'est pour ce qui est des faits. Si on regarde les chiffres et si on regarde les flux commerciaux et les flux d'investissement, on voit que cette région, c'est une région cohérente de longue date. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que depuis 2020, cette intégration de fait s'est accompagnée d'un début, en tout cas, d'institutionnalisation. Et ça s'est passé au sein de ce grand accord de libre-échange, alors qui a un nom pas du tout réussi en français, hein, c'est le grand accord régional global, je crois, il me semble que c'est ça, hein. Donc, le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, je l'appellerai RCEP, c'est plus simple. Et ce RCEP, en réalité, ne fait que institutionnaliser, ne fait que formaliser ce qui existait auparavant dans les faits. Donc on avait une intégration de fait que l'on pouvait observer entre ces 13 économies. Et aujourd'hui, avec le RCEP, on a un accord de libre-échange, et au-delà d'ailleurs, ça n'est pas simplement un accord de libre-échange, entre ces partenaires les 10 d'Asie du Sud-Est, les 3 gros d'Asie du Nord-Est, auxquels on ajoute aussi Australie et Nouvelle-Zélande. Il y aurait dû y avoir aussi l'Inde dans le groupe, mais l'Inde, à la dernière minute dans les négociations, elle a participé aux premières années de la négociation, et puis dans la dernière ligne droite de la négociation, elle s'est retirée du jeu. Donc aujourd'hui, ce grand accord RCEP rassemble ces 15 économies maintenant 16 avec le Timor oriental. Et cet accord, alors contrairement à ce qu'on raconte très souvent, cet accord, je suis désolé Maxime, n'est pas du tout un accord qui a été lancé à l'initiative de la Chine. Cet accord a été lancé à l'initiative de l'Indonésie, enfin de l'ASEAN de manière globale, et plus spécifiquement, plus précisément de l'Indonésie. Et l'idée était en réalité de s'appuyer sur des accords de libre-échange qui existaient déjà entre l'ASEAN d'une part et les autres partenaires au sein de l'Asie-Pacifique. Il y avait un accord de libre-échange avec la Chine, un avec le Japon, un avec la Corée, un avec le bloc Australie-Nouvelle-Zélande. Et donc l'idée, la logique, c'était, ah voilà, puisque on a cette fameuse centralité de l'ASEAN, dont l'ASEAN nous rebat les oreilles à longueur de journée,
on va en réalité prendre ces accords existants et on va les fusionner et ça va faire ce grand partenariat régional. Bon, ça c'était une vue de l'esprit, c'était la manière dont l'ASEAN a présenté les choses. En réalité, les choses ont été beaucoup plus compliquées parce que les différents accords de libre-échange qui avaient été passés par l'ASEAN et ses différents partenaires n'étaient pas tous identiques. Donc les dispositions de ces différents accords de libre-échange pouvaient assez largement varier d'un partenaire à l'autre. Premier problème. Deuxième problème, il n'y avait pas d'accord de libre-échange entre la Chine et le Japon. Il n'y avait pas d'accord de libre-échange entre le Japon et la Corée. Donc c'était bien gentil de dire, voilà, on a l'ASEAN au centre, des sortes de satellites autour, et puis on va tout fusionner et ça va faire un grand accord. Bon, dans la réalité, ça a été sensiblement plus compliqué que ça à négocier. C'est pour ça que la négociation qui a été lancée en 2012 n'a finalement abouti qu'en 2020. Ça a mis un certain temps, mais au bout de ce temps, on a malgré tout ce grand accord. Ce qui est très intéressant dans cet accord, c'est que ça n'est pas exclusivement du libre-échange, il y a aussi d'autres chapitres qui ont été intégrés dans la négociation et on a notamment des dispositions sur les investissements, on a des dispositions sur les services, donc pas uniquement le commerce des biens, mais aussi les services. Enfin, on a une grande diversité de chapitres. Il y a 20 chapitres dans ce gros accord, et donc ça va au-delà d'un simple accord de libre-échange. C'est beaucoup plus ambitieux. Alors, c'est pas aussi ambitieux que certains autres accords passés par l'Union européenne, par exemple, mais on a quand même des dispositions qui concernent le commerce électronique. Par exemple, ce qui est quand même assez important, la politique de la concurrence, les marchés publics, les petites et moyennes entreprises, les droits de propriété intellectuelle, les instruments de défense commerciale. Euh, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui sont couvertes par cet accord. Donc en tout cas, bon, cet accord, il existe, il est en place, il fonctionne. Et ce qu'il a véritablement, enfin, l'aspect qui, à mon avis, a été en quelque sorte révolutionnaire avec cet accord, c'est que il a mis en place, enfin, oui, il a mis en place des règles d'origine uniques. C'est-à-dire qu'une fois que on identifie un produit comme étant un produit qui peut être estampillé RCEP, il peut circuler après librement au sein de l'ensemble de la zone RCEP. On n'a plus besoin enfin d'approuver les produits, de juger les produits de manière bilatérale. Ah oui, ils remplissent les conditions de l'accord de libre-échange entre l'ASEAN et le Japon. Non, il s'agit simplement de remplir les conditions qui sont imposés par le RCEP dans son ensemble, et après les produits peuvent circuler librement. Donc l'uniformisation de ces règles d'origine, ça a été la véritable percée, la véritable avancée mise en place par ce RCEP. Bon, c'est passé largement sous les radars ici, on s'en fiche complètement, on n'en parle pas. C'est quand même quelque chose qui est très important. Et il y a quelque chose d'autre qui est très important aujourd'hui, c'est que cet accord est mis en place, les partenaires continuent de discuter entre eux, de surveiller que justement la mise en place se fait dans de bonnes conditions, etc., etc. Et au cours des derniers temps, une décision vient d'être prise qui consiste à mettre sur pied un secrétariat du RCEP. Alors ça faisait partie des engagements qui avaient été pris au moment de la signature. Ils avaient évoqué la possibilité d'avoir un secrétariat, ce qui est quand même important parce que ça veut dire qu'il y aura une institution enfin, fixe qui sera à même de juger du bon respect des dispositions mises en place par cet accord. Donc ça n'est pas une mince affaire, à mon avis, et j'avoue que depuis que le RCEP était en place, on commençait à désespérer de voir ce secrétariat exister un jour, et apparemment, ça va véritablement être une réalité sans tarder. Donc là, l'engagement formel se concrétise, ce qui signifie bien que d'abord l'accord fonctionne et qu'il y a une volonté de la part de l'ensemble de ces pays de poursuivre dans cette voie-là. Donc tout ça pour dire qu'on a non seulement une volonté, mais plus qu'une volonté, une réalité d'intégration de plus en plus organisée, si vous voulez, de ces économies
qui constituent le bloc Asie-Pacifique, et au-delà d'ailleurs de ce qu'on pouvait éventuellement avoir en tête initialement, puisqu'on a aussi Australie, Nouvelle-Zélande qui font partie de ce vaste ensemble. Donc voilà comment, à mon avis, en tout cas d'un point de vue économique, les choses s'organisent. Elles sont véritablement bien mieux organisées qu'on pouvait le penser. À mon avis, on est quand même là face à une évolution qui est assez profonde de ces liens économiques entre les pays de cette région de l'Asie-Pacifique. Alors, ça ne veut pas dire que politiquement, il n'y a pas des problèmes, ça, c'est une autre paire de manches, mais en tout cas, sur le plan économique, on a vraiment une région qui est mieux structurée qu'on l'a longtemps dit. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, chère Françoise. Bon, c'était extrêmement clair, extrêmement intéressant, extrêmement complet. Alors, j'ai déjà quelques questions dans le chat, donc j'invite notre auditoire à poursuivre, hein. Ce sera peut-être compliqué de prendre toutes les questions en même temps, mais je vais quand même essayer d'en prendre deux, trois, et puis rajouter aussi une petite question, et on refait le point, on refait le tour entre vous deux. Et après, pourra peut-être prendre une deuxième vague. Alors, il y a une question par rapport au dollar, hein, l'or et le dollar. Est-ce que ces pays se désengagent du dollar, participent un peu à la dédollarisation, comme un peu les BRICS veulent le faire? Est-ce qu'on constate ce phénomène? Une question aussi sur la possibilité bon, qu'a effleuré François sur l'idée que l'Union européenne, par exemple, puisse être un peu un partenaire alternatif par rapport justement à la Chine, aux États-Unis. Est-ce que ça peut être le cas donc de l'Europe? Est-ce que ça peut être le cas de la France, qui joue par exemple la carte de partenariat spécifique, par exemple avec l'Indonésie, je crois, pour la vente des Rafales? L'Amérique du Sud peut-elle jouer un rôle? On vous demande aussi comment est-ce que l'accord UE-Mercosur est prévu et perçu, hein, par ces pays, et aussi une question sur la Corée du Nord, est-ce qu'elle échappe à la rivalité, je dirais, sino-américaine? Quel rôle joue-t-elle? Il y a aussi une rivalité ou une concurrence entre la Chine et la Russie. Alors moi, une question que je rajouterais par rapport à tout ça, par rapport à vos exposés, c'est est-ce qu'on peut dire, c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi en commençant à lire l'ouvrage de Christian Le Chervy et Sophie Duboisseau du Rocher, donc qui s'intitule L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, les États-Unis pèsent par je dirais par leur partenariat militaire, par leur rôle de pourvoyeur de sécurité? Il y a quand même certains des pays de cette région qui sont quand même qui ont des liens privilégiés avec les États-Unis, je crois la Thaïlande, les Philippines, et puis bien sûr la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Et puis à l'inverse, la Chine, pesant par sa stratégie un peu de poids économique, parce que même si la RCEP a été lancée par l'Indonésie, j'imagine quand même que la Chine profite un peu d'une double dynamique, à la fois sa propre dynamique de puissance, où elle devient quand même bientôt la première économie mondiale, le premier partenaire commercial dans toute la région, et en même temps une région qui est de plus en plus intégrée économiquement. Donc quelque part, ça renforce aussi sa propre stratégie. Voilà, donc ça fait beaucoup de sujets sur lesquels vous faire réagir, et puis on pourra peut-être après prendre une seconde vague de questions en fonction des questions posées par par les auditeurs. On commence par Christian. Ton micro, ton micro, Christian. Oui, excuse-moi. Tu veux que je prenne quelle question alors? Parce qu'il y en a beaucoup. Tu fais le choix et tu me laisses les trucs que t'aimes pas, Je fais le choix et tu fais le reste, c'est ça? mais je ne ferai pas nécessairement le reste, non. Alors, attends, j'essaie de les revoir les unes un peu les autres. Euh, bon, peut-être sur la vision de l'accord Union européenne-Mercosur. Françoise,
insistait avec justesse l'importance de la signature de l'accord avec l'Indonésie. Il y en a d'autres qui sont pendant, avec les États membres de l'Asie Sud-Est, voire même peut-être un jour avec l'ASEAN elle-même. Mais il faut bien voir quand même que les partenaires d'Asie du Sud-Est regardent avec beaucoup d'attention les accords que nous signons avec d'autres, Mercosur, mais aussi d'autres, qui rencontrent devant nos parlements de grandes difficultés. Donc, il n'y a pas de vision particulière, me semble-t-il, sur l'accord de Mercosur. En tout cas, moi, je ne l'ai pas identifié. Mais il y a une très grande inquiétude sur la capacité de la Commission européenne à faire valider les accords qui sont négociés. Et il est vrai que quand l'accord avec le Canada est rejeté par un pays comme la France, compte tenu de ce que sont les relations entre le Canada et la France, historiquement, politiquement, il y a effectivement des raisons d'être préoccupé. Et donc, cela nourrit aussi des interrogations sur, je dirais, le vocabulaire que nous employons pour qualifier les relations que nous entretenons avec ces États. Qu'est-ce que ça veut dire des partenariats stratégiques si ceux-ci ne peuvent pas prendre en compte les dimensions économiques et commerciales qui sont négociées par l'Union européenne? Donc, pour moi, là, il y a une question qui est une question de politique intérieure des États membres, la France étant un exemple parmi d'autres, et puis une question sur l'articulation des modalités de relations des États membres et de l'Union européenne. Et je dois reconnaître que dans la littérature, il y a moins d'intérêt en France sur ce que fait l'Union européenne et son articulation avec nos politiques nationales que ça peut exister dans d'autres pays de l'Union. D'ailleurs, dans les stratégies indo-pacifiques et qui ont été établies par des partenaires comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, la dimension européenne apparaît dès le titre ou le sous-titre. Alors on dira qu'évidemment, les Pays-Bas, c'est une nation commerçante, que l'Allemagne développe un partenariat plus économique au travers de ces grandes industries et des PME qu'un dialogue de nature politique, ce qui est partiellement vrai. Mais je crois qu'il y a aussi un déficit de réflexion sur cette articulation UE-France en Asie, je dirais, de manière générale. C'est un problème, je dirais, intellectuel dans la manière dont nous concevons la politique extérieure de l'Union. Ça, c'est peut-être le premier commentaire que je voudrais faire. La deuxième, elle est partiellement liée à la question sur le partenariat militaire. Et il faut bien voir que la renaissance des relations de la France avec l'Asie du Sud-Est, au fond, elle s'est bâtie depuis les années 90 ou la fin des années 80 sur deux modalités. Un, la construction de la paix, et notamment les négociations sur le conflit cambodgien, qui se terminent avec les accords de Paris en 1991. Mais surtout, ces accords vont être l'occasion de diversifier les relations politiques et militaires avec les partenaires asiatiques sur les modalités des opérations de maintien de la paix. Alors évidemment, aujourd'hui, vu ce que sont les opérations de maintien de la paix à travers le monde, ça n'apparaît plus complètement d'actualité, mais pendant près de 2 décennies, ça a été un élément absolument structurant de nos relations de défense avec les pays de la région. Et cela a même concouru à leur structuration au travers des échanges des ministères de la Défense avec leurs homologues ou dans des formats plus originaux qui sont devenus presque la règle, en tout cas avec les partenaires les plus importants, dans ce qu'on appelle dans notre verbiage les dialogues 2+2, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères associés aux ministres de la Défense. La deuxième dimension, elle est évidemment liée aux équipements. Les équipements, ça fait partie du tripode de la relation de défense avec les pays d'Asie en général et d'Asie du Sud-Est en particulier. Quand je dis tripode, ça veut dire qu'au fond, depuis le début des années 90, on a conçu la relation de défense avec l'Asie autour, d'un dialogue stratégique sur les questions politico-militaires,
qui vont évidemment de la prolifération nucléaire verticale et horizontale à la lutte contre le terrorisme, au maintien de la paix, bien évidemment. Un dialogue à caractère opérationnel entre militaires, et puis un dialogue d'armement. Et la dynamique de ces trois relations font que la France est un partenaire qui est visible, qui est crédible et qui apparaît même comme un acteur important. Il y a des sondages, notamment un sondage sur les politiques d'influence qui vient d'être publié par un institut australien basé à Sydney, qui s'appelle le Lowy Institute, qui a essayé de mesurer ça. Et on voit que la France est souvent le deuxième partenaire. Alors, c'est une analyse quantitative, donc on peut débattre des critères qui sont retenus, mais qui est un partenaire absolument déterminant, parfois plus déterminant que les Britanniques, alors que l'on connaît quand même l'histoire de la présence britannique en la matière, même si elle a été perturbée depuis 1971 et la décision de se retirer de l'Est de Suez. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans cette logique. Donc le partenariat militaire, il se conçoit en France avec vraiment ces trois éléments. Et évidemment, ce qui en donne la durabilité, c'est la relation d'armement. Parce qu'un équipement de défense, c'est pas comme des savonnettes. Il faut expliquer comment ça fonctionne, dans quelles conditions opérationnelles. Il faut, pour les équipements de supériorité stratégique, je pense évidemment à l'observation spatiale, je pense aux sous-marins ou aux avions de combat de dernière génération. Ce sont des coopérations qui vont s'étaler normalement sur plusieurs décennies. Et on le voit, alors si on a un exemple type de ça, à la grande insatisfaction de Pékin, cela aura été la livraison puis l'entretien des Mirage 2000-5 et des frégates à Taïwan. Donc la relation de défense, elle permet de se projeter dans le futur. Et ça, c'est très important parce que nous sommes confrontés à des États dans la région qui pensent demain et j'allais dire même après-demain. Il y a beaucoup de textes. Alors, ils ont beaucoup d'imperfections, notamment ensuite dans la mise en œuvre. Françoise le rappelait, y compris dans la dimension avec les États-Unis. Mais il y a une capacité à se projeter à l'horizon 2030, 2040, 2050. Aujourd'hui, même dans la relation avec l'Indonésie, nous avons des documents qui nous emmènent jusqu'en 2050. Donc il y a une volonté de construire ça dans le temps, et c'est peut-être ce qui peut aussi justifier l'optimisme énoncé par Françoise, parce que l'on voit que même dans des temps extrêmement troublés, où nous avons des préoccupations immédiates à nos frontières, la guerre d'Ukraine en est une des traductions, l'instabilité du Moyen-Orient ou d'une partie du pourtour méditerranéen également, il n'y a pas de rupture dans l'intérêt porté à la région Indo-Pacifique dans son ensemble, et j'allais dire à chacun de ces segments, que ce soit des grandes puissances ou des puissances moyennes, voire même avec le développement des diplomaties insulaires, ceux qu'on appelle les micro-États ou les petits États insulaires en développement, à commencer par ceux du Pacifique, comme l'a démontré par exemple la visite du président Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie l'année dernière, suivi d'étapes non seulement au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi au Sri Lanka. Donc là, on voit bien qu'on a une dimension biocéanique qui est en train de se bâtir. Voilà, peut-être les premières réactions avant d'éviter de monopoliser le temps de parole et les réponses. Françoise? Bon, alors du coup, je vais prendre d'autres questions. La question de la dédollarisation. Alors, effectivement, il y a une pression qui est très forte exercée par la Chine pour essayer d'inciter les pays, notamment d'Asie du Sud-Est, à désormais libeller leurs échanges avec la Chine en yuan et non pas en dollars. Donc ça contribue à cette légère tendance que l'on observe à une certaine dédollarisation. Cela étant, ça reste quand même tout à fait marginal.
Et jusqu'à présent, on ne voit pas se traduire dans les chiffres un recul marqué du dollar et une montée en puissance du yuan. Le problème du yuan, c'est que les pays se rendent bien compte que bon, une fois qu'ils ont des yuan, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Acheter, acheter des trucs en Chine. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas, non, il n'y a pas une fongibilité équivalente du yuan par rapport au dollar. Et donc ça reste un problème. Ça, c'est le premier obstacle. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue global, hein, si on regarde tout l'ensemble des échanges qui se font, hein, des flux commerciaux qui ont lieu, il y a quand même une forte partie de ces échanges commerciaux qui sont du négoce, et notamment du négoce de pétrole, mais pas exclusivement d'ailleurs. Enfin, l'essentiel du négoce dans le monde se fait toujours en dollars. Et entre des pays qui n'ont absolument rien à faire avec le dollar. Mais bon, c'est une habitude et les habitudes, ça se change pas très facilement. Donc même s'il y a une tendance à utiliser un peu plus de yuan dans les échanges intra-asiatiques, en tout cas entre la Chine et ses partenaires du sud-est asiatique par exemple, bon, ça pèse quand même pas lourd dans l'ensemble des flux monétaires ou financiers. Donc la dédollarisation, oui, ça peut être peut y avoir un petit impact, mais cet impact reste encore tout à fait marginal à mes yeux. Mais c'est vrai que la volonté est là, hein, ça c'est vrai, il y a des grandes déclarations d'intention qui sont répétées, notamment de la part de Pékin, ouais, avec donc pour l'instant assez peu d'effets. Deuxième point sur la Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord est vraiment en dehors du jeu. Et lorsque on parle du bloc Asie-Pacifique, et surtout si on est un économiste, c'est clair que la Corée du Nord, elle est complètement hors zone, hein. On ne regarde pas ça. La Corée du Nord, elle est vraiment un cas à part. Elle échange essentiellement avec la Chine aujourd'hui. Dans le temps, c'était avec la Russie, mais ça, c'est du passé depuis très longtemps. Donc elle échange avec la Chine et elle échange avec la Corée du Sud. Mais ça, c'est pas du commerce international, c'est le commerce intercoréen. Donc ça n'est pas jugé comme étant du commerce international. Bon, donc elle est en dehors du jeu. Est-ce qu'elle est soumise à la rivalité sino-américaine? Moi, sur la Corée du Nord, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a quand même une situation aujourd'hui qui est fondamentalement différente de ce qu'elle était il y a encore 3 ans. Et le grand changement qui est intervenu en Corée du Nord, c'est le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. De ce point de vue-là, la guerre en Ukraine, ça a été une opportunité en or pour la Corée du Nord. Elle a fourni, bon, et elle continue de fournir à la fois des hommes et du matériel militaire à la Russie, ce qui lui a permis de gagner en importance, et ça lui a permis aussi de montrer, à la fois d'ailleurs en interne et à l'extérieur, qu'elle n'était pas aussi isolée que ça. Elle a un partenaire, et ce partenaire, c'est pas n'importe qui, c'est la Russie. Donc ce qui est important à mon avis, c'est ce rapprochement entre Corée du Nord et Russie et une sorte, alors c'est pas une distanciation, ça serait un grand mot, mais malgré tout, peut-être des liens moins étroits entre la Corée du Nord et la Chine. Et ce rapprochement entre Corée du Nord et Russie déplaît singulièrement à la Chine. En tout cas, rend les choses encore plus compliquées pour la Chine, qui déjà avait de la peine à savoir comment jouer avec la Corée du Nord. On a tendance à penser que la Chine pourrait faire ce qu'elle veut en Corée du Nord, qu'elle pourrait faire tomber la Corée du Nord du jour au lendemain et que ça serait très simple pour elle. C'est pas si simple que ça. Elle n'y a pas vraiment intérêt d'ailleurs. Et donc, le rapprochement avec Moscou, entre Pyongyang et Moscou, rend les choses encore plus compliquées pour Pékin. Donc, moi, je vois plutôt des problèmes c'est pas de la rivalité, mais éventuellement des tensions entre Pékin et Moscou, qui ont un impact sur Pyongyang, ou le rapprochement entre Pyongyang et Moscou qui a un impact sur Pékin. Donc c'est plutôt ce triangle-là que je vois plutôt que la dimension américaine. Et on a vu d'ailleurs par parenthèse que la volonté de Trump de rencontrer Kim Jong-un, bon, ne s'était pas encore concrétisée, hein. A priori, il aurait été désireux dans sa tournée asiatique d'éventuellement faire une visite à Kim Jong-un. Bon, ça ne s'est pas fait et je pense qu'il n'y a pas du tout de volonté du côté nord-coréen de rencontrer euh, Donald Trump, en tout cas pas à ce stade.
Enfin, sur le point, oui, les États-Unis pèsent militairement dans la zone et la Chine pèse économiquement. Bon, c'est la vision ultra simpliste de la réalité. Les choses sont quand même, à mon avis, un petit peu plus compliquées que ça. Et elles sont plus compliquées que ça parce que, comme je le disais, les États-Unis ne sont pas complètement absents économiquement. Si on regarde la direction des flux commerciaux, on voit que les États-Unis restent un marché très important pour les pays d'Asie-Pacifique. Et donc, du coup, économiquement, les États-Unis, c'est pas rien non plus. Alors, ils ont très mal joué leur carte économique, hein, c'est d'accord. Il y a eu une volonté de réengagement économique avec Biden, avec le fameux cadre Indo-Pacifique, cadre économique Indo-Pacifique, IPEF, hein, qui était un projet quand même assez flou et assez peu compréhensible à mes yeux en tout cas. Mais ça traduisait malgré tout une volonté américaine de se réengager économiquement vis-à-vis des pays d'Asie-Pacifique. Donc ça, c'était un signal qui était, à mon avis, intéressant. Bon, il proposait pas grand-chose, étant donné qu'il n'y avait absolument aucune disposition d'accès au marché américain. Et il s'agissait quasiment exclusivement d'imposer des normes, d'imposer des standards américains aux pays d'Asie-Pacifique, et c'était à peu près tout. Donc c'est bon, je ne voyais pas bien ce qu'il y avait à gagner pour ces pays. Cela étant, ils ont été sensibles malgré tout à ce réengagement, en tout cas cette manifestation de réengagement, et ils ont été nombreux à adhérer à ce projet. Bon, finalement, ce projet est un peu en suspens. Trump l'a pas encore torpillé. On ne sait pas ce qu'il va en faire, si il va laisser tomber comme il avait laissé tomber le partenariat transpacifique, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'en entend pas parler. Mais il est clair que vraisemblablement, ça ne sera pas repris, en tout cas tel quel. Et au contraire, le retour américain sur le plan économique se fait par le biais des sanctions là, et des droits de douane, etc. Donc, c'est pas un réengagement là, qui est très positif. Bon, mais malgré tout, les États-Unis pèsent économiquement, enfin en tout cas ont un intérêt économique aux yeux des pays d'Asie. Ça, il ne faut pas oublier. Donc ce n'est pas uniquement un intérêt militaire pour les États-Unis et économique pour la Chine. C'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis. Merci beaucoup, Françoise et Christian. Je vais peut-être reprendre encore deux ou trois questions. Bon, il y a une question Peut-être que je peux répondre aux Oui. questions Vas-y, le vas-y, Pacifique vas-y. insulaire qui sont. Il y a deux questions sur le Pacifique insulaire, si tu veux, auxquelles je peux répondre. Ouais, ouais. Voilà, donc il y a une question effectivement sur les États insulaires et notamment leur relation avec le Japon. Est-ce que ça peut avoir une importance? Il y a une question sur la France à nouveau que tu as évoquée, hein. Est-ce que la France pèse par son... Je crois que c'est elle qui a lancé la stratégie Indo-Pacifique. Je crois que c'était en 2018, non? C'était la première fois que c'était parti du ministère de la Défense. Et puis, bon, il y a une question sur l'Asie centrale, mais qui me paraît moins dans le sujet. C'est une étudiante qui a posé cette question, mais ça nous emmène un peu loin de la zone Asie-Pacifique à proprement parler. Peut-être que tu peux nous dire aussi un mot sur les différents pays. Notamment dans l'Asie du Sud-Est, ceux qui sont vraiment sous la protection américaine et ceux qui sont plus sur une stratégie un peu de non-alignement. Parce que la Thaïlande et les Philippines, c'est quand même des pays avec lesquels, je crois, les États-Unis ont de vrais accords de défense, si je ne me trompe pas. Et je pense même qu'ils ont rouvert des bases militaires aux Philippines, non? Le point d'appui, oui. Bon, d'abord, peut-être les questions sur le Pacifique insulaire, sur le Japon. Je dirais il y a deux dimensions, ou disons trois dimensions à prendre en compte. La première, c'est que depuis maintenant de nombreuses années, le Japon a établi un dialogue entre Tokyo et l'ensemble des États insulaires du Pacifique et les territoires non souverains. C'est-à-dire que le format, c'est Japon, Forum des îles du Pacifique. Alors ça, c'est intéressant parce que d'abord, il y a du rythme dans les relations. Ça se tient tous les 3 ans. Ça se tient systématiquement jusqu'ici au Japon, et notamment à Okinawa. On voit bien que Okinawa a une identité très particulière. C'est aussi un territoire qui a été rattaché
au Japon assez tardivement, à la fin du 19e siècle. Donc il y a un forum qui est assez comparable à celui que la France a établi dans ce qu'on appelle les sommets France-Océanie. On est à peu près d'ailleurs sur le même rythme triennal. La France, elle, faisant alternativement des sommets dans l'Hexagone. Le dernier s'est déroulé à Nice en marge du sommet des océans, mais aussi sur ces territoires en Calédonie et en Polynésie. Ce que l'on observe dans ce dialogue du Japon avec les États insulaires, c'est qu'en réalité, il a deux formes. Il a un format 1 plus forum, des îles du Pacifique, mais le Japon a aussi un statut de partenaire de dialogue du forum. Et donc, on voit bien que le Pacifique, de ce point de vue-là, un peu innove, parce qu'on a des formats 1 plus X et forum plus X, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que ces mécanismes 1 plus X vont avoir tendance à se développer parce que dans les partenariats de dialogue du forum est venue s'inviter maintenant depuis plusieurs années la question faut-il inviter Taïwan? Il est vrai que plusieurs États souverains du Pacifique insulaire continuent à entretenir des relations avec Taïwan. Donc ça, c'est une première dimension. Il y a une deuxième dimension japonaise qui est liée à la relation Guam-Okinawa, les bases américaines au Japon et le territoire américain de Guam et des Mariannes du Nord. C'est clair qu'on a assisté d'abord à des mouvements de troupes, déplacement du corps des Marines d'Okinawa vers Guam, avec la multiplication des infrastructures, la possibilité aussi qu'Okinawa devienne une potentielle cible d'États d'Asie du Nord-Est. La Corée du Nord l'a plusieurs fois exprimé, la Chine a les moyens de le faire. Et donc, je dirais, la concordance entre les moyens d'alerte disposés en Asie du Nord-Est, Corée, Japon et Guam a tendance à se renforcer. Et donc, pour la sécurité du Japon, la relation avec les forces américaines et le commandement indo-pacifique de Hawaï est tout à fait structurant. Le troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une partie des territoires micronésiens, de Palau au plus au nord, ont été des territoires sous tutelle japonaise, en particulier après la Première Guerre mondiale, puisque certains territoires, Palau en est un exemple, sont passés d'une colonisation allemande à une colonisation japonaise. Or, cette partie du Pacifique, où pourtant sont déroulés des combats, je dirais, d'une très grande intensité, le souvenir de la guerre n'a pas développé un sentiment anti-japonais. Et on le voit, c'est un des rares endroits où via un intervalle régulier, l'empereur du Japon. Donc il y a plusieurs articulations du Japon avec les États insulaires. C'est un partenaire de développement, c'est un partenaire institutionnel avec des États souverains ou des territoires sous tutelle. Pour ce qui concerne la France, comment les pays d'Asie du Sud-Est perçoivent la France dans le Pacifique? Bah d'abord, le premier élément, je pense que ce n'est pas les pays de l'ASEAN comme collectif, mais quelques pays d'Asie du Sud-Est qui en ont une connaissance. D'abord, certains d'entre eux, en particulier depuis la guerre d'Ukraine, jouent un rôle de lien. Si aujourd'hui vous voulez voler vers la Nouvelle-Calédonie, bah, le plus simple, c'est d'emprunter les vols, notamment de Air Calin, qui fait Paris-Bangkok, Bangkok-Nouméa. Il y a aussi des vols qui passent par Singapour. Et donc la connexion du fait de la guerre en Ukraine est passée du Japon vers l'Asie du Sud-Est, Singapour et la Thaïlande. La Thaïlande joue aussi un rôle tout à fait nouveau. On retrouve l'Asie du Sud-Est retrouve un lieu je dirais, de connectivité entre nos territoires d'outre-mer. Depuis le 1er novembre 2025, il y a à nouveau la possibilité d'avoir une liaison facilitée qui fait l'île de la Réunion, Bangkok, Nouméa, deux fois par semaine. Donc le premier élément, c'est, je dirais, la connectivité
aéronautique, mais on pourrait aussi parler maritime. Par exemple, les ressources en hydrocarbures, enfin le pétrole, l'essence qui est employée à Wallis et Futuna vient aujourd'hui de Singapour. Donc c'est les raffineries de Singapour qui permettent de faire fonctionner un certain nombre de nos infrastructures de Wallis et Futuna. Ensuite, il ne faut pas oublier que certains pays des richesses ont une histoire assez dense avec nos territoires. C'est le cas notamment du Vietnam et de l'Indonésie. L'Indonésie a ouvert son premier consulat général à l'étranger en 1950 à Nouméa, parce que du temps de la colonisation néerlandaise et je dirais du développement au début du siècle de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, on a fait venir de ce qu'on appelait des contractants, en particulier d'Indonésie. Et ceux-ci sont rentrés pour certains après l'indépendance de l'Indonésie, ils sont revenus et ça crée et entretient aujourd'hui des liens avec une communauté calédonienne d'origine indonésienne assez importante, très active culturellement. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'Indonésie est un État mélanésien. C'est le plus grand d'ailleurs et c'est le plus peuplé. Alors, ce n'est pas sans créer des tensions avec les pays du groupe de fer de lance, notamment sur la question du mouvement indépendantiste de la Papouasie occidentale, mais ça a induit une association de l'Indonésie, à l'initiative notamment de Fidji, au groupe de fer de lance. Donc il y a des liens humains qui existent et qu'il ne faut pas sous-estimer, qui existent aussi dans le cas vietnamien. La colonisation a aussi amené une communauté vietnamienne, essentiellement dans les plantations en Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, ces ouvriers, pendant la guerre froide, ont été perçus comme éventuellement des colonnes du Parti communiste. Et donc, il y avait une inquiétude et il y a eu des négociations, d'abord avec Saigon, puis ensuite avec le gouvernement nord-vietnamien, pour faciliter le retour de ces personnes originaires du Vietnam. Et aujourd'hui, il y a un ministre vietnamien en charge des Viet Kieu, donc des Vietnamiens d'outre-mer, qui maintient ces relations. Et donc cette communauté vietnamienne, c'est un facteur. La dernière dimension que je voudrais mentionner, c'est la dimension économique. Les territoires comme la Nouvelle-Calédonie, d'abord, sont des investisseurs en Asie, en particulier dans l'industrie lourde en Corée, mais c'est aussi, comme les Philippines et l'Indonésie, des producteurs de nickel. Et donc les principales réserves mondiales et l'industrialisation du nickel, on sait je dirais, le rôle du nickel, notamment dans l'industrie automobile, des véhicules électriques, c'est un élément. Il y a parfois chez certains acteurs calédoniens la volonté de constituer ce qu'ils appellent une OPEP du nickel. Et donc, il y a des liens là aussi qui s'établissent. Dernier élément, j'ai évoqué tout à l'heure les dialogues Forum plus X. Les pays d'Asie du Sud-Est n'échappent pas à cette règle. L'Indonésie l'a mis en place, Singapour l'a fait également, et puis la Thaïlande s'y est aussi essayée en utilisant un des instruments dont elle dispose, qui est sur son sol, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'installation de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie-Pacifique, à laquelle la France est un État constitutif, mais auxquels sont associés également la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et donc, les réunions, je dirais, majeures de la CESAP ont pu être l'occasion par le passé d'un dialogue de la Thaïlande avec les États insulaires du Pacifique. Pris tout ensemble, n'oublions pas quand même que les États insulaires du Pacifique, membres des Nations Unies, c'est 8% des votes, 8% des sièges. Et donc, quand vous cherchez des soutiens pour des élections X ou Y, avoir des soutiens dans les petits États insulaires est loin d'être négligeable. On le voit y compris sur des sujets très sensibles. Israël, par exemple, maintient une relation extrêmement étroite avec un certain nombre de pays insulaires parce qu'ils votent régulièrement, comme les États-Unis, sur les sujets-là
aux Nations Unies. Donc on voit bien que le Pacifique insulaire, il n'est pas du tout pris uniquement dans l'étau entre la Chine et les États-Unis. Il est, comme je l'ai fait dans un livre collectif il y a quelques années, un Pacifique qui est convoité non seulement par des acteurs asiatiques, comme le rappelait tout à l'heure Françoise, mais aussi par des acteurs qui dialoguent avec l'ensemble du monde. C'est le cas de la Turquie, c'est le cas des Émirats arabes unis, c'est le cas du Maroc. On pourrait ajouter pour l'Amérique latine Cuba, qui a un siège de partenaire de dialogue au Forum des îles du Pacifique. Merci Christian. Françoise? Non, sur les îles du Pacifique, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que euh, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un activisme japonais, il y a du point sur le plan politique, mais on voit un activisme chinois sur le plan économique. Alors c'est assez discret, mais c'est tout à fait efficace. Et on a vu au cours des dernières années certains pays qui ont changé d'avis sur le choix à faire entre Taïwan et la Chine, et ils sont de moins en moins nombreux ou de plus en plus rares à maintenant soutenir Taïwan. Donc la Chine est très très active, à la fois politiquement et économiquement dans ces territoires. Donc c'est vrai que là, on a une rivalité qui est assez marquée. Oui. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Il est presque 19h30. Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier tous les deux d'avoir fait ce très large tour d'horizon. Et évidemment, c'est une région qu'on gagne à mieux explorer, à mieux travailler, parce que c'est vrai on a une vision parfois un peu globale et je pense que vous avez apporté beaucoup de nuances dans l'analyse que vous avez faite de l'évolution de l'espace Asie-Pacifique entre la rivalité sino-américaine, mais aussi d'autres acteurs. Voilà, donc merci encore pour ce webinaire qui sera donc évidemment en replay comme d'habitude. Et puis merci aussi à Aurélie Lelièvre qui nous a aidé comme toujours à mettre en place ce webinaire. On n'a pas encore fixé de nouvelles dates pour un nouveau webinaire, peut-être en décembre, peut-être après la fin d'année, mais on verra. Voilà, et donc merci encore, et puis on vous souhaite une très bonne soirée. À vous aussi. Merci. Merci. Au Bonsoir. revoir. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir.